Les crimes de l'Allemagne nazie ont relégué au second plan le fascisme italien. Pourtant, une série de publications ces dernières années ont remis Benito Mussolini sur le devant de la scène. Historiens, essayistes et même des romanciers se sont employés à peindre un portrait plus exact du Duce qui, contrairement à ce que l'on pense, n'était point le pantin dérisoire de Hitler. C'est avec notre invité Lucien Jaume, auteur de La vraie nature du fascisme italien, que nous reviendrons sur un Mussolini non pas suiveur, mais précurseur. Pour notre seconde rubrique, l'actualité de la psychanalyse, Grégory Voix revient sur cette question du fascisme avec Lacan, dans une chronique qu'il a intitulée « Les ennemis du genre humain ». Lucien Jaume, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à venir parler avec nous aujourd'hui. 2 mots pour vous présenter. Vous êtes philosophe et historien des idées. Vous avez enseigné longtemps à l'Institut des études politiques à Paris, enfin Sciences Po Paris. Et vous êtes toujours directeur de recherche émérite, chargé de recherche émérite au CNRS et au CEVIPOF. Alors, vos champs de recherche, vous avez beaucoup travaillé sur la Révolution française. Vous avez consacré 4 livres à la Révolution française. Le dernier d'entre eux s'intitule « Le religieux et le politique dans la Révolution, l'idée de régénération » qui a été publié en 2022 au PUF. Alors, pour lancer un peu cette émission, je voulais commencer par votre point de départ, enfin ce que j'ai compris qui était votre point de départ, à savoir l'usage un peu galvaudé que l'on fait aujourd'hui du terme fascisme. Et vous dites, en parlant comme ça du fascisme, on passe complètement à côté de la vraie nature donc du fascisme. Le fascisme italien, contrairement à ce que tout un chacun pense, n'est pas simplement l'émanation de la droite et de l'extrême droite, mais puise à des racines dans la Révolution et le marxisme. Donc, je voulais vous lancer sur ça. Oui, effectivement, Mussolini a réussi un véritable tour de force, à savoir convertir l'extrême gauche révolutionnaire en Italie, et notamment le syndicalisme révolutionnaire, mais aussi des anarcho-syndicalistes, les convertir à un État qui est complètement à l'opposé de ce que ces militants et ces intellectuels, car il y avait de grands intellectuels parmi eux, contrairement à ce qu'ils souhaitaient. Ils étaient contre le parlementarisme, contre la politique, contre l'État, contre les partis, contre le capitalisme, contre la centralisation. Eh bien, il les a intégrés dans l'État corporatiste, il Stato totalitario, l'État totalitaire, c'est-à-dire l'État corporatiste. Ils sont devenus des cadres de l'État, autoritaires, hiérarchisés, centralisateurs, hyper politiques. Et d'ailleurs, l'un des mots d'ordre du fascisme était « mettre la politique au poste de commande ». Ce qui, très curieusement, est un mot d'ordre de la révolution culturelle de Mao Tse-tung quelques 40 ans plus tard. Ça, c'est étrange, mais enfin, c'est exactement le même mot d'ordre. Donc, l'extrême gauche révolutionnaire a été très importante dans le fascisme, mais bien entendu, elle s'est alliée à la droite nationaliste italienne, car dans les années entre 1900 et 1914, il y avait une rencontre en Italie entre ces deux courants opposés. Et la rencontre, c'était premièrement, dans la crise que nous vivons, il faut refaire la nation italienne, à la suite du Risorgimento qui déjà posait une union politique, une unité politique. Et deuxièmement, il nous faut une religion.
sur ces deux points, l'extrême gauche et ce que nous appellerions, nous, l'extrême droite, étaient d'accord. Alors, leur autre point commun, c'est leur ennemi commun, dans le fond. Vous montrez bien que le fascisme c'est une réaction, enfin, l'ennemi, c'est le libéralisme, aussi bien politique qu'économique. Vous pourriez en dire un peu plus. Que lui reproche-t-il, dans le fond, à ce pauvre libéralisme ? L'Italie était libérale par ses gouvernants, des gouvernants centristes ou des socialistes modérés, alors que Mussolini est dans l'aile d'extrême gauche du Parti socialiste depuis l'âge de 17 ans. L'Italie était libérale, était de tradition libérale, mais c'était un parlementarisme corrompu, mal vu par les électeurs finalement. On parlait de transformisme. Giolitti, qui atteint presque 80 ans au moment de la guerre de 14, Giolitti était vu comme le politicard par excellence, combinateur et corrompu. Alors, Mussolini dit « nous sommes anti-libéraux », c'est-à-dire nous sommes contre l'individualisme bourgeois, nous sommes aussi anti-bourgeois, nous sommes contre l'individualisme bourgeois égoïste et nous sommes contre l'idée qu'il suffit d'inciter les forces du marché. Évidemment, ce qu'il veut, il ne le sait pas encore vraiment avant 1914, ou surtout avant 1919, quand il fonde le fascisme en 1919. Mais ce qu'il veut, évidemment, c'est un État qui accomplira toutes les tâches. Et c'est pourquoi cet État sera un État des corporations. Tout se fera à l'intérieur des corporations par négociation entre les anciens patrons et les travailleurs. Alors ça, c'est une première différence que vous montrez, puisque le thème un peu de cette émission, c'est que Mussolini, en effet, n'est pas le suiveur, notamment d'Hitler, n'est-ce pas ? C'est oui. Une des différences, effectivement, entre le fascisme italien, stato-centré, et en effet le nazisme, pour le coup, où tout passe par le parti. Oui, alors Hitler, dans ses carnets, en livre de poche, on a édité les carnets de Hitler, c'est un jeune historien qui a édité cela, écrit en toutes lettres « J'ai beaucoup d'admiration pour Benito Mussolini, nous l'avons imité sur bien des points, et s'il n'y avait pas eu les chemises noires, le fameux habillement des fascistes, s'il n'y avait pas eu les chemises noires, il n'y aurait peut-être pas eu les chemises grises. » Hitler a une telle admiration pour Mussolini que André-François Poncet, notre ambassadeur au moment des accords de Munich, 1938, j'ai le texte ici, le décrit comme buvant littéralement Mussolini des yeux, ne disant pas un mot, laissant parler Mussolini, approuvant lorsque Mussolini fait ou il la tête, etc. etc. Alors, Mussolini parlait allemand avec Hitler. C'est vrai, Mussolini est un autodidacte qui, à la vingtaine, entre 20 et 25 ans, s'apprend tout seul l'allemand, au point de parler avec Hitler sans interprète, et quand il va en Allemagne, il fait le discours en allemand. Il s'apprend l'allemand, il s'apprend le français, il s'apprend l'anglais, et un peu plus tard, il s'apprend le latin. Bon, ça fait partie des qualités intellectuelles qui était tout à fait étonnante de ce garçon qui, quand il s'enfuit en Suisse pour ne pas faire le service militaire, est mal habillé, ne se lave pas, n'est pas peigné, crève de faim, jusqu'à ce qu'il soit pris en main par une marxiste, première femme, mais pas son amante, une révolutionnaire, Balabanov, qui va devenir la secrétaire de Lénine ensuite et qui va devenir la secrétaire de l'Internationale communiste. Elle le prend en main, elle le fait travailler, il prend goût à l'étude, elle lui dit « Tu vas étudier le Capital de Marx en prenant des notes ». Et Mussolini s'inscrit à la bibliothèque de Genève et là, il lit de la sociologie, il lit de l'histoire, il lit de la philosophie. Alors la philosophie va être très importante. Il lit les historiens. Enfin, monsieur Musiet-Lac, qui a publié un bon livre sur Mussolini, sur la jeunesse de Mussolini, aux presses de Sciences Po, monsieur Musiet-Lac nous montre bien que par ses fiches de lecture, effectivement, il s'est formé en autodidacte, mais sous la contrainte de madame Balabanov. Alors, pour revenir, juste sur
ce que disait l'ambassadeur François Poncet. Oui. Apparemment, donc, Hitler était quasi énamouré de Mussolini, qui lui avait réussi justement à prendre le pouvoir, ce que lui a eu un peu de mal à faire. Oui. Et au point, paraît-il, alors je ne sais pas si c'est vrai, si vous confirmez, qu'il conservait sur son bureau un buste de Mussolini, et que c'était et apparemment un point qui était raillé par ses. Alors là, je ne connais pas cette information. Et discrètement, je suppose. Alors, évidemment, c'est quand même pas la même chose. Hitler a déliré sur la race. Oui. Mussolini sur l'Empire romain. Oui. Il n'en est d'ailleurs venu à la race que tardivement. Oui, 1938. Manifestement, le couteau d'Hitler dans les reins, semble-t-il. Donc ça, vous avez peut-être nous dire. À mon avis, en tout cas, ça ce n'est pas le facteur déterminant. À Mussolini, le verbe, et Hitler, les corps. Dans le fond, l'un a quand même massacré plus que l'autre. Qui plus est, le premier donc menace, le deuxième tue, et qui plus est, même leur fin est différente. Mussolini, c'est une fin à la limite Péplum. Oui, de péplum, ou du moins c'est limite comique. Il y a un conseil fasciste qui le démet, on l'arrête, le grand conseil du fascisme, etc. Mais chez Hitler, il n'y avait plus de grand conseil, il n'y avait plus qu'Hitler. Personne ne pensait d'émettre Hitler. On a plutôt essayé de l'assassiner, ça a raté. Mais Mussolini était tributaire des hiérarques du fascisme. Donc il restait une espèce d'appareillage. Oui, d'appareillage. Alors que chez Hitler, il n'y avait plus rien. Et puis, quand même, on est dans deux mondes différents. Deux mondes différents. Et puis, il y avait terreur de masse, bien sûr, dans le nazisme. Ouais. Il n'y avait pas terreur de masse en Italie. Bien sûr, il y a une police politique, l'OVRA. Bien sûr, il y a une censure sur la presse. Bien sûr, les écrivains s'autocensurent. Il y a un appareil de censure. Mais quelle est la punition ? On envoie en exil dans les îles Lipari. Oui, c'est ça, où maintenant on va en vacances. Hein. Oui, et il y a un film d'ailleurs qui montre... Oui, tout à fait. Voilà, oui. Bon. Même Antonioni, tout voilà, ça. Voilà. Bon. Oui. Ou alors on met en prison. Exécution, peine de mort, même parmi les 4 personnes qui ont essayé d'assassiner Mussolini, il n'y a eu qu'une peine de mort. Enfin, je veux dire, les deux régimes ne sont pas comparables. Oui, c'est ça. Et quand on dit fascisme pour Hitler et pour Mussolini, je suis obligé de dire que c'est inapproprié. Oui. Oui, c'est ça. Mais justement, tu parlais des lois anti-juives, hein, du manifeste de la race qui intervient 1938, donc tardivement. D'aucuns ont dit que c'était du suivisme, là encore, de Mussolini qui suivait Hitler. Pas du tout. J'aimerais bien que vous reveniez là-dessus, parce que vous le faites dans votre livre de façon très fouillée, pour opposer donc les déclarations de Mussolini qui non seulement n'a pas l'air d'être antisémite, mais qui fait des déclarations dans les années 20 en disant qu'il est philosémite, sioniste, etc. Sioniste, donc, oui. Que peut-on... Alors, pourquoi ce manifeste de la race en 1938 ? Comment est-ce qu'il le devient ? Voilà. Eh bien, lui-même dit « Nous ne suivons pas l'Allemagne ». Ce n'est pas une imitation de l'Allemagne ce que nous faisons, mais il explique dans une réunion secrète du Grand Conseil du fascisme, les Italiens ne sont pas encore assez militaires, ils ne sont pas impérialistes, ils ne sont pas cruels. C'est un terme qu'il emploie. Il faut rendre les Italiens cruels. Eh bien, pourtant, il y a eu la guerre de 14, qui d'après lui a éduqué la nation italienne. Il y a eu la guerre d'Éthiopie. La guerre d'Éthiopie, où les jeunes Italiens sont allés se battre et ont d'ailleurs écrasé les villages éthiopiens sous les bombes chimiques, et même Mussolini voulait en finir avec l'arme bactériologique. Il y a eu la guerre d'Espagne, où les Italiens ont tenu un rôle extrêmement important. Et puis, bien sûr, après, il y aura la guerre aux côtés d'Hitler. Alors, Mussolini dit au Grand Conseil, vous savez que notre révolution fasciste est anti-bourgeoise. C'est le point commun avec le communisme. Parce qu'il faudra dire aussi un petit peu qu'il y avait une tendance pro-communiste dans le fascisme. Il faudra quand même le signaler. Bon. Comme nous sommes anti-bourgeois et comme nous avons besoin de trouver un ennemi intérieur, nous dirons que le bourgeois c'est le juif et que le juif c'est le bourgeois. Je vais lancer une campagne anti-juif. Voilà, c'est ce qu'il annonce. Il y réfléchit depuis 4 ans. Il y réfléchit comment relancer, comment créer l'homme nouveau qui sera prêt à se battre, à aller au martyr, puisqu'il y a un martyr dans l'idéologie fasciste, une religion du martyr pour la nation, pour la patrie, pour l'État,
Comment faire? Eh bien, nous allons désigner un ennemi intérieur. Il faut que les Italiens dénoncent les Juifs. Et il écrit à sa sœur, tout ça c'est des sornettes, tu le sais, mais nous en avons besoin pour l'action. Donc c'est Madame Matar Bonucci qui a fait un très bon livre, le fascisme italien et les Juifs, dit bien, c'est Mussolini et lui seul. Moi j'ajoute avec un leader qui s'appelle Farinacci, qui est vraiment un leader très 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 radical, très intéressant d'ailleurs. Mussolini et Farinacci ont inventé l'antisémitisme italien. Alors bien sûr après, quand les nazis envahissent l'Italie, bien entendu, là, si vous voulez, il n'y a plus aucune différence. D'autant plus que, en effet, en 1938, il laisse paraître, certains disent, il a écrit, je ne peux pas le croire tellement c'est mal écrit, alors qu'il écrivait très bien. Il laisse paraître ce manifeste de la race, qui est co-signé par une douzaine de scientifiques, de toute discipline scientifique, où il est dit que les Juifs sont une race biologique, en effet, et que les Italiens, eux, sont des Aryens du Midi. Enfin, ce manifeste, ce serait à se tordre de rire si ce n'était pas si grave, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Alors, au niveau des théories même, pas seulement invoquées, mais pratiquées réellement par le fascisme, je suis été intéressé dans votre ouvrage sur le rapport que vous faites entre sa référence première, qui est un subjectivisme radical, dites-vous. Et on voit que la course de ce subjectivisme radical, qui veut simplement dire qu'il n'a qu'une seule vérité, c'est la mienne pour peu qu'elle ait réussi. Oui. Et ça aboutit dans le culte du chef. Oui. Que nous connaissons bien en psychanalyse, depuis la psychologie de Freud et la psychologie des foules. Et donc, autrement dit, la véritable référence, et vous le dites dans votre livre, finalement, la grande référence qui était la passion de Mussolini, c'est pas Nietzsche. Enfin, en tout cas, moins que Nietzsche, moi j'étais sensible à ça, moins que Nietzsche, c'est Gustave Le Bon. Ah, très important. Lui-même, je l'ai lu et relu plusieurs fois. D'ailleurs, le Duce, c'est le chef. Hein, Oui, c'est le duc du latin, c'est le chef. Oui, c'est le chef. Exactement. Oui. Et qu'est-ce que vous pourriez... et donc, effectivement, c'est que ce subjectivisme... Oui, je voulais dire... Il aboutit dans le culte de l'individu idéal. Et donc, finalement, il a quelque chose... le subjectivisme... Mussolini, c'est ça le délire. C'est, dans le fond, c'est une espèce de culte du moi. Oui, alors... Moi, Mussolini... Le subjectivisme prend son point de départ dans le grand philosophe du fascisme, 53 volumes dans l'œuvre scientifique, l'édition scientifique. Oui. Qui s'appelle Giovanni Gentile. 53 volumes. 53 volumes. Bon. Et plus des ajouts maintenant, etc. Bon. Giovanni Gentile développe un idéalisme subjectif selon lequel n'existe que ce que je perçois. C'est ce qu'avait dit l'évêque Berkeley au XVIIe siècle. Exister, c'est être perçu. Tant que je vous perçois, vous existez, mais si je sors de cette salle, je ne sais pas si vous existez. Cet idéalisme subjectif veut dire que chacun, en effet, a sa vérité. Le prodige de Gentile est parallèle au prodige de Mussolini. Le prodige de Mussolini, nous l'avons vu, c'est que de l'extrême gauche qui est contre tout, il fait les cadres de l'État totalitaire. Le prodige de Gentile, c'est que de cet individualisme absolu, il fait la conversion, justement, dans l'État totalitaire. Pourquoi ? Parce que, enfermé que je suis dans ma subjectivité, j'aimerais bien atteindre un universel. Or, dans mon cœur, ce désir d'universel, c'est par là que je reconnais l'État. Et en effet, dans la mesure où nous reconnaissons l'État, alors l'État nous absorbe et du coup la vérité devient possible. Cette vérité qui était uniquement la mienne et qui était en conflit avec celle des autres, mais du coup elle devient collective et l'universel est possible par cet État. Qu'est-ce que la vérité ? C'est ce que l'État dit par la bouche du Duce, c'est la vérité fasciste. Croire, obéir, combattre. Croire dans le Duce, croire dans l'État. Obéir parce que, évidemment, il ne peut pas y avoir d'autre attitude. Ou alors, c'est la punition. Combattre parce qu'on obéit pour aller à la guerre. La guerre est l'alpha et l'oméga.
de la pensée fasciste et de la pratique fasciste. Si une société ne pratique pas la guerre, dit Mussolini, tôt ou tard, elle va entrer en décadence. La guerre, seule hygiène du monde, dit l'ami de Mussolini, Marinetti, le père du futurisme, le père de ce tableau où l'on voit les avions qui volent autour et qui émanent de la tête de Mussolini. Tableau de Dottori, grand peintre du futurisme. C'est bien que vous évoquiez Marinetti. C'est le barde de Mussolini, talentueux. Tout à fait, c'est bien dit. Talentueux mais perché. Et qui a quand même cette formule que vous citez dans votre livre, qui montre bien aussi la hantise, on pourrait dire conceptuelle, dirais-je même, du fascisme. Mais Marinetti écrit quelque part, il dit que la guerre est belle, sa formule célèbre. Pourquoi ? Parce qu'elle fonde la suprématie de l'homme sur la machine subjuguée. Ça c'est quand même à se tordre. Et donc, autrement dit, quand même, ce qui la hantise du fascisme, c'est quand même le monde tel qu'il est construit. Le monde moderne. Oui, mais le monde moderne, les avions, que les le voitures. monde moderne est une émanation du discours de la science. Ça, c'est quand même cette interprétation qu'on peut faire, que nous faisons avec Lacan. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que le fascisme est un artificialisme au sens de Hobbes. Vous savez, le Léviathan, faisons l'homme, faisons l'État. Je pense que le fascisme est un artificialisme qui est en grande admiration devant les réalisations industrielles, économiques du monde moderne, et notamment le machinisme. Et Marinetti, non seulement a dit la citation que vous avez donnée, mais il a dit aussi « le corps de l'homme deviendra de plus en plus métallique. On pourra peut-être poser un bréchet comme chez les oiseaux pour qu'il vole par lui-même. L'homme sera l'homme multiplié. » C'est le cyborg, c'est le transhumanisme. L'avenir de l'homme, c'est de devenir une machine. Je lis dans Le Monde cet après-midi, le dirigeant d'Anthropic dit « il faut quand même faire une pause parce que l'intelligence artificielle, dans quelque temps, très vite, va construire d'autres intelligences artificielles sans intervention humaine. » Si Marinetti vivait aujourd'hui, il dirait « voilà ce que je voulais ». Alors, on en est là au point un peu de votre thèse qui est très intéressante dans la dernière partie de votre livre, justement en quoi le fascisme italien nous apprend des choses sur notre temps. Finalement, oui. Voilà. Et c'est aussi ça, l'idée de précurseur, d'un Mussolini précurseur. Alors, on a parlé de la question de la vérité subjective, on a parlé de Gentile, mais on n'a pas parlé encore de William James, qui a beaucoup influencé aussi Mussolini avec cette philosophie du pragmatisme. Alors William James, dont je précise qu'il était le grand frère du grand Henry James, voilà. Bon. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, parce qu'il me semble que c'est de nature à éclairer les questions autour de la vérité aujourd'hui. Alors, parlons du passé, parlons d'aujourd'hui. Alors, William James a été d'une très grande influence sur certains jeunes intellectuels en Italie, mais très grande influence en Amérique, bien entendu. Certains jeunes intellectuels en Italie qui publient une revue qui s'appelait Leonardo et qui ont publié ensuite une revue qui s'appelle La Voce, c'est-à-dire la voix. Mussolini écrit dans La Voce et lit Leonardo. Qu'est-ce qu'il lit dans Leonardo ? L'exposé de la philosophie de William James. Je peux la résumer en 2 phrases très simplistes. William James, c'est d'une très grande subtilité, mais on peut résumer très simplement. Le problème de la vérité n'est pas le problème de la connaissance. Le problème de la vérité, c'est puis-je réaliser ce que j'ai dans la tête ? Mes opinions, mes croyances, mes désirs. Si je réussis, je suis dans le vrai. Le vrai, c'est une idée qui a réussi dans l'action. Le faux, c'est quand j'échoue dans l'action. Et Mussolini dira dans une interview, je crois au New York Times, en tout cas un journal américain, dans les années 30, il dira « La philosophie de William James a été très importante pour moi ». C'est assez peu connu, bien que certains collègues américains aient écrit là-dessus d'ailleurs. Mais enfin, les historiens italiens et français, en tout cas, n'ont pas relevé cela. Alors, c'est très important parce que du coup, vous avez affaire à quelqu'un qui, avec William James, considère que c'est seulement l'action qui justifiera sa vie, tout est possible, tout est permis, et qui a lu dans Nietzsche, et il dit qu'il en fait son précepte,
Rien n'est vrai, tout est permis. Nulla vero, tutto è permesso. Vous vous rendez compte que ça veut dire qu'il n'y a aucune limite. La seule limite, c'est celle que je me donne. Il n'y a aucune limite et il n'y a aucune vérité. C'est à moi de faire triompher ma vérité. Et nous sommes dans un processus d'ouverture à l'infini. Donc il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes. Je fais ce que je veux. C'est donc la rencontre entre Gentile et William James. Gentile déteste, et en passant par Nietzsche, mais Gentile déteste James. Pas un mot sur James. Alors qu'il écrit sur tous les philosophes européens et éventuellement américains. Mais James, pour Gentile, c'est l'Amérique, c'est l'individualisme, c'est le capitalisme. Pas question. Mais en réalité, ce déni de vérité, cette volonté de puissance, évidemment, se rencontre à la conjonction de ces deux pensées. Et Mussolini, qui connaît les deux, Mussolini qui est un ami de Gentile, il le nomme, dès que le roi appelle Mussolini au pouvoir en 1922, il le nomme Gentile ministre d'instruction publique. Alors aujourd'hui, apparemment, nous sommes dans un monde qui nie la vérité comme norme absolue, comme référence indiscutable. Nous sommes dans un monde où, notamment en Amérique, on parle de post-vérité, de faits alternatifs. Et nous voyons un président américain qui a déclaré, j'ai noté sa phrase, la seule règle de conduite que j'ai, c'est ma morale personnelle. Oui, il n'y a pas longtemps là. Moi qui ai enseigné à Sciences Po pendant 30 ans que l'Amérique est le pays des contrepoids, du système de checks and balances, n'est-ce pas? Vous êtes une spécialiste, bon. Moi qui ai enseigné que c'est le pays qui a fétichisé la liberté, etc., etc. Évidemment, je trouve que actuellement, Donald Trump montre des traits que je suis tenté de dire fascisants. Je me borne à ça, hein, je ne vais pas plus loin. Je ne dis pas que la société, etc. Mais je dis que les traits du discours trumpien, je les retrouve dans le fascisme, ça oui. Alors subjectivisme intégral. Oui. Impérialisme. La psychologie des foules. Et psychologie des foules. Mais est-ce que Trump est aussi intelligent comme Mussolini jusqu'à vraiment lire Le Bon, Gustave Le Bon? Je ne crois pas. Alors, Giuliano De Empoli, lui, a parlé de l'Italie comme la Silicon Valley du populisme. Donc, il lui-même a fait cette... la Silicon Valley du populisme. Oui. Donc, lui-même, grand observateur de... Vous savez, le problème italien, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas eu d'épuration. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'épuration? Parce que... Togliatti, le grand chef du communisme italien, était très heureux d'accueillir les milliers de jeunes fascistes qui passaient au communisme à la Libération, ou qui passaient au PSI, au Parti socialiste italien. Donc, Togliatti a dit ces jeunes avaient un idéal, donc nous les accueillons. J'ai les textes de Togliatti. En 1936, il lance une directive, il dit aux ouvriers italiens, vous savez, le clivage n'est pas entre fascistes et non-fascistes, unissez-vous avec les ouvriers fascistes. Je cite, le clivage est entre les bourgeois, les rapaces capitalistes et le prolétariat. Donc entre ceux qui ont un idéal et ceux qui n'en ont pas. Oui, monsieur. Bon, il y a quelque chose, on peut peut-être clôturer là-dessus, sur le côté toxique de l'idéal et de l'idéalisme. Nous allons donc vous remercier beaucoup de cet entretien et nous allons accueillir maintenant notre collègue Grégory Voix pour l'actualité de la psychanalyse. Bonjour Grégory Voix. Bonjour. Vous allez nous parler donc de cette expression de Lacan lorsqu'il parle des ennemis du genre humain en 1946. Oui, tout à fait.
La question que j'ai posée, c'est le nazisme est-il un fascisme plus poussé ? L'Italie fasciste connaît déjà, vous en avez parlé, le culte du chef, de l'homme nouveau, la mobilisation des masses et l'ambition de dépasser la démocratie parlementaire. Elle se veut moderne et glorifie à la suite du futurisme la technique et la vitesse. Mais cette modernité reste prise dans une culture politique latine, une esthétique héroïque et un imaginaire impérial, ce que Kojève appelle ironiquement l'anachronisme romain et l'étourderie italienne de Mussolini. C'est joli. Le fascisme italien, comme l'Allemagne nazie, fabrique un homme nouveau et mobilise pour cela l'État, l'école et la culture. Il cherche, vous en avez parlé, à agréger des individus autour d'un État fort. Cette logique d'unification produit des exclus à réprimer, opposants, dissidents, ennemis politiques. On retrouve ce phénomène en Italie comme en Allemagne. Mais donc, qu'est-ce qui distingue alors le régime hitlérien ? Alors, beaucoup de choses, comme vous l'avez dit, mais j'ai accentué un point en particulier. Les nazis poussent la violence à son paroxysme, probablement aussi parce que leur idéologie opère un nouage spécifique entre le totalitarisme et le discours de la science, nouage qui n'existe pas chez Mussolini. Avec le discours de la science, ce n'est plus seulement le corps de l'État, composé d'individus agrégés, qui est concerné, mais le corps biologique de chacun. En universalisant par abstraction, formalisation et calcul, la science produit du tout à chacun, selon la formule de Jacques-Alain Miller, une série d'unités rendues commensurables et interchangeables. En universalisant par abstraction, cette universalisation ne se referme jamais complètement, quelque chose ne rentre pas. Il y a un reste inassimilable. Pour Lacan, c'est un mode de jouir qui fait consister une différence qui résiste à l'équivalence générale. Avec le nazisme, le traitement de ce qui est exclu change de nature. Il ne s'attaque plus à des opposants politiques, mais à des races dites inférieures, des catégories humaines réputées non assimilables. Dès lors, on pourrait avancer que les ennemis du genre humain, selon l'expression de Lacan en 1946, sont ceux qui ont tenté de détruire par les moyens de la modernité ceux qui sont exclus par le discours de la science. Le camp de concentration, puis l'extermination, poussent cette logique à son extrême, la destruction industrielle de ceux qui sont considérés comme des inassimilables, juifs, homosexuels, tziganes, handicapés. Alors, qu'est-ce qui fait dire à Lacan que les camps seraient précurseurs ? Précurseurs de quoi ? Les camps révèlent une possibilité intrinsèque aux sociétés modernes. L'appareil scientifique et administratif répertorie, classe, organise ce qui ne se laisse pas absorber par l'universel. Ils sont des précurseurs parce qu'ils rendent visible, sous une forme extrême, une logique qui ne disparaît pas avec eux. Dans son texte, une réforme dans son trou, Lacan pouvait d'ailleurs avertir que ce serait le destin d'une psychiatrie qui se laisserait aller à cette pente sans prendre en compte le sujet, une psychiatrie qui se limiterait par exemple à la recherche de biomarqueurs. Merci beaucoup. Oui, eh bien, nous terminons donc cette émission en force, en puissance, quelque chose d'être extrêmement fort, et donc c'est le moment de vous dire au revoir et de vous donner rendez-vous samedi prochain à 18h30.